Port du masque pour les enfants. Une étude de grande envergure menée auprès de 26 000 enfants à travers le monde révèle des effets néfastes physiques et psychologiques sur la santé des plus jeunes. La Chine, dans sa quête de toute puissance, continue son ascension dans le domaine de la conquête spatiale. Perçu par le régime comme un outil stratégique de domination, Pékin accélère la cadence et renforce ses programmes civils et militaires liés à ce nouveau territoire. Focus sur le mal-être des étudiants. Véritable victime collatérale de cette crise, un grand nombre d'entre eux subissent en silence les effets des restrictions sanitaires et montrent des signes alarmants d'angoisse et de dépression. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. Démarrons notre émission par un sujet qui impacte la vie de nos enfants. Je veux parler du port du masque et de ses effets néfastes. Pour rappel, le protocole sanitaire renforcé de novembre dernier a exigé la généralisation du port du masque dans les écoles, les collèges et les lycées. Bien que les dernières positions scientifiques indiquent que les enfants et les jeunes soient peu contaminés et peu contaminants, la prudence politique en France a pourtant rendu obligatoire le port du masque dès l'âge de 6 ans. Cette décision, considérée comme injuste et victimisante par une frange de la population, commence à agacer enfants et parents. Et ce n'est pas l'étude qui va suivre qui va apaiser cette colère. En effet, une étude allemande de grande envergure réalisée par l'université de Witten-Herdecke sur 25 900 enfants partout dans le monde révèle des effets indésirables graves, tant physiques que psychologiques, consécutifs au port prolongé du masque. Imaginez que 60% des enfants et des adolescents se plaignent d'irritation. 53% ont des maux de tête, ce qui provoque un manque de concentration et des difficultés sur l'apprentissage. 49% se trouvent avec moins de bonheur. 44% de la réticence à aller à l'école. Et 37% manifestent de la somnolence ou de la fatigue. Les autres inconforts, rapportés par l'étude grâce à l'observation faite par les parents, les enseignants et les acteurs de la santé et de l'enfance, font état, pour 15 à 30% d'entre eux, de nausées, de sensations d'étouffement, de réticence à bouger même, et d'oppression dans la poitrine. Bravant les interdits, certains enfants se cachent pour respirer, d'autres se sont évanouis en cours de récréation. Les parents s'inquiètent également de l'usage excessif du gel hydroalcoolique par les jeunes enfants. Voici les réflexions de la maman de Sophie, 8 ans, auprès du journal François. Je suis tombée des nues lorsque ma fille de 8 ans m'a expliqué qu'à l'école, on leur met du gel hydroalcoolique sur les mains 10 fois par jour. Au primaire, les enseignants n'ont pas le temps de faire passer tous les enfants au lavabo. Ils optent pour le gel hydroalcoolique, protocole sanitaire oblige. Les autorités sanitaires recommandent pourtant de privilégier le lavage traditionnel à l'eau et au savon. Une dermatologue a déclaré au journal « L'usage trop fréquent de gel hydroalcoolique peut causer des irritations, des dérèglements hormonaux, des maux de tête et d'autres signes systémiques. » De telles alertes, rapportées par les professionnels, démontrent que nos enfants sont devenus angoissés, qu'ils sont devenus amorphes. Ils ne veulent plus aller à l'école ou au collège. La question qui devrait se poser, ne devons-nous pas rechercher leur bien-être et réfléchir à comment limiter l'obligation de porter le masque en milieu scolaire? Grâce aux réseaux sociaux, des collectifs de parents se sont formés et ils manifestent les samedis dans toutes les villes de France. Le mot d'ordre des collectifs est « laisser respirer nos enfants ». Ils veulent protéger leurs enfants et faire valoir leur autorité parentale face au pouvoir politique et à l'incohérence de certaines décisions prises sans lien avec la réalité quotidienne de leurs enfants. L'étude de cette université allemande démontre que cette obligation dictée par les politiques, sans concertation avec les parents, affecte durablement la santé des enfants. Un article paru dans le journal Le Monde nous décrypte la montée en puissance de la Chine dans un domaine qui n'était réservé qu'à une poignée de nations. Je vous laisse deviner. La conquête spatiale, bien sûr. Le chercheur Marc Julienne, responsable du Centre des études asiatiques à l'Institut français des relations internationales, ainsi qu'Isabelle Sourbès-Verger, directrice de recherche au CNRS, explique dans un entretien au journal que la Chine est désormais devenue une puissance spatiale majeure et autonome. Les enjeux de cette conquête se jouent sur 2 niveaux. Le premier volet inclut la recherche scientifique et la coopération internationale. Coopération qui s'avère par moments difficile par le manque de transparence du régime chinois. Deuxième aspect, et c'est ce qui va nous intéresser, c'est l'aspect militaire. Selon les 2 chercheurs, Pékin utilise la conquête spatiale pour renforcer ses capacités militaires. Pour cela, elle a créé fin 2015, au sein de l'Armée populaire de libération, la force de soutien stratégique placée sous le commandement direct
de la commission militaire centrale du Parti communiste. Elle est dotée d'un département des systèmes spatiaux qui supervise l'essentiel des moyens, sites de lancement, contrôle des satellites et des stations de surveillance de tout l'espace chinois. Rentrons un peu dans le détail, concernant les enjeux stratégiques liés au programme satellitaire. Commençons par les plus utilisés, à savoir les satellites civils. Ils servent avant tout à l'aménagement du territoire, au développement des infrastructures, au service des télécommunications et aussi au service de navigation GPS. Par exemple, le satellite Beidou, qui s'appuie sur une constellation de 35 satellites, est déjà opérant à l'échelle planétaire et permet d'offrir une précision de l'ordre du mètre. Il dessert déjà les pays d'Asie du Sud-Est, ainsi que pour tous les pays qui participent au projet des nouvelles routes de la soie. Vient ensuite les satellites militaires. Nous pouvons déjà noter que le nombre de satellites dédiés à l'observation est en constante augmentation. Certains sont orientés et utilisés pour assurer une surveillance accrue de Taïwan. Depuis 2015, ceux consacrés à l'écoute électronique et ceux qui visent à anticiper les éventuels tirs de missiles ennemis ont triplé. N'oublions pas que la volonté du parti de tout contrôler est omniprésente, mais le caractère singulier du secteur contraint le régime chinois à lâcher du lest. En effet, le rapprochement entre le militaire et le civil est un passage obligé. Même s'il n'existe que 2 conglomérats pour l'industrie de la défense, les autorités doivent composer avec les sociétés technologiques innovantes du secteur pour éviter tout retard dans le processus. La réussite dépend d'une synergie entre les acteurs civils et militaires et d'un partage équitable des pouvoirs. Sauf que l'idée même d'un partage équitable n'est pas envisageable pour le Parti communiste chinois, qui veut conserver la main. Pourtant, un programme civil performant pourrait assurer par la suite un transfert des technologies vers le militaire. La volonté du Parti communiste chinois de maîtriser l'espace n'est pas fortuite. Outre le fait que cette conquête spatiale renforce à l'international l'idée d'une toute-puissance du régime, elle offre surtout une domination technologique et stratégique militaire sans précédent. Nous avions évoqué lors d'une émission précédente le sujet des oubliés de la crise. Nous allons parler plus précisément des étudiants qui subissent en silence les impacts des restrictions sanitaires engendrant mal-être et dépression. À l'origine, l'université est le tremplin vers l'autonomie et la liberté pour les étudiants. C'est aussi une période où de fortes amitiés peuvent se créer et perdurer dans le temps. Il est fort possible que ce temps soit révolu, puisque plusieurs études mises en lumière par le journal Le Monde révèlent que le premier confinement a créé une situation douloureuse et éprouvante pour les étudiants, et serait un facteur majeur dans la détérioration de leur santé mentale. Les raisons sont nombreuses, comme la difficulté à suivre correctement les cours à distance, le sentiment d'isolement, l'angoisse, la précarité économique qui s'accroît. De plus en plus de jeunes ont recours à une aide psychologique. D'après le rapport « En parler, mais à qui ?» de Nightline France, on apprend qu'en France, justement, 30 000 étudiants se partagent un seul psychologue universitaire. Le président de l'université de Strasbourg, Michel Deneken, dans une interview pour France Info le 26 novembre, avait déclaré que tous les indicateurs au niveau national et international sont au rouge pour la santé mentale. Je crois qu'à terme, ça tuera plus que le virus. Cité par le Figaro étudiant, Dr Dominique Monchablon explique « Les demandes de consultation ont doublé. Dans certaines structures, les délais d'attente sont de 4 à 5 mois. Il y a un sous-équipement de prise en charge pour les étudiants. De nombreux psychologues ou psychiatres sont spécialisés auprès des enfants ou des adultes, mais peu auprès des étudiants, des jeunes adultes. Face à ce constat, des solutions ont été mises en place, en mixant l'enseignement présentiel et à distance, afin d'éviter que les étudiants décrochent et n'abandonnent pas leur cursus scolaire. Parlons également des difficultés rencontrées par les professeurs dans la mise en place de ce nouveau mode d'apprentissage à distance. Comment transmettre au mieux les savoirs via un écran interposé? Face au changement perpétuel du protocole sanitaire, les enseignants ont fait savoir leur épuisement, les empêchant d'anticiper et de s'organiser au mieux. Cet éloignement a malheureusement altéré également les relations pédagogiques. Rappelons que suite au premier confinement, les lycéens ont pu réintégrer les salles de cours contrairement aux universitaires. Les mesures prises à leur encontre sont jugées injustes et non fondées. Les difficultés rencontrées par l'enseignement supérieur n'ont jamais été évoquées lors de la conférence de presse du Premier ministre M. Castex, du jeudi 7 janvier. Les étudiants ne se sentent pas soutenus ni écoutés par la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, qui ne s'est jamais prononcée sur ce sujet. Ces difficultés rencontrées ne sont pas propres à la France, on les retrouve également à l'échelle mondiale.
En Angleterre, les mesures ont été plus radicales, puisqu'il était décidé que les cours se feraient entièrement en ligne, sans la possibilité de mixer avec des enseignements en présentiel. Cette pandémie a permis de révéler les faiblesses déjà existantes dans le milieu universitaire français. Face à une recrudescence des inscriptions, comment les universités vont pouvoir répondre au mieux à la demande, tout en sachant qu'elles manquent de moyens humains et financiers? Si vous souhaitez poursuivre l'aventure, je vous invite à vous abonner à notre newsletter. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin de vous et restez libre.